On est parti de la phrase de Margaret Thatcher, vous savez, qui disait « il n'y a pas d'alternative ». Parce qu'au départ, c'est un anglicisme. En fait, une alternative, c'est le choix entre deux solutions, logiquement. Si on lit bien là, le mot tel qu'en français on le traduit, tel que vous l'interprétez, tel que nous l'interprétons ce soir, on ne le considère pas comme étant le choix entre deux solutions, mais y a-t-il une autre solution? En fait, c'est ça, le décodage, hein, je pense que tout le monde l'a compris comme ça. Y a-t-il une autre solution que celle du capitalisme? Et ça, c'est le premier point. Et la solution que va proposer Pierre-Yves Gomez, que va proposer aussi Jean-Philippe Delsol, en tout cas qui naîtra sans doute des échanges entre les deux, c'est y a-t-il une solution, évidemment, qui soit efficace et bienveillante? Il ne s'agit pas de retourner ou de proposer des choses nées de modèles sanguinaires, tyranniques, et qui nous feraient retourner à des régimes privant le citoyen de toute liberté. Donc on va raisonner dans le cadre d'une économie viable et profitable pour tous, en écho à ce que disait Ludovic tout à l'heure, sur la subsidiarité, sur la considération qu'il faut apporter à l'être humain, à sa richesse intrinsèque, etc. Donc, il ne s'agit pas d'écraser l'homme par un système, il s'agit de voir comment on peut essayer de trouver une autre solution, si une autre solution il y a à trouver, à ce qu'il y a d'existant. Alors certains diront que c'est peut-être réguler le capitalisme, une phrase peut-être un peu stéréotypée, voir ce qu'il y a derrière, on va essayer de décoder tout ça. Avec Pierre-Yves Gomez, dont vous savez qu'il est économiste, professeur à l'EM Lyon, et qui dirige l'Institut de gouvernement, exactement, l'Institut français de gouvernement des entreprises, il y a l'épithète français, et qui donc a publié, ainsi qu'on l'a rappelé tout à l'heure, plusieurs ouvrages sur le capitalisme que vous pourrez lire, vous procurer tout à l'heure. Bonjour Pierre-Yves Gomez. Merci d'avoir accepté donc cette invitation, puisque c'est toujours délicat peut-être de réunir des personnes pour débattre. Enfin, je dis délicat, il faut que les personnes acceptent le débat, et ça a été votre cas ce soir, l'un comme l'autre. Jean-Philippe Delsol est avocat spécialiste. Et bonsoir, Jean-Philippe Delsol. Et merci d'avoir accepté aussi cette invitation. La première chose qu'on s'était dite, c'était de savoir, et c'est un peu le cas pour toutes les disputations, c'est de quoi parlons-nous? Quand on dit capitalisme, de quoi s'agit-il? Ce qui frappe, c'est peut-être la plasticité de ce système, qui n'en est peut-être pas un, et qui peut-être réside simplement dans les acteurs qui en vivent et qui le font vivre. Quelle définition peut-on lui donner? On va poser cette première question à nos débatteurs ce soir, et puis voir comment ils évoluent sur la question essentielle quand même, qui n'est pas celle de la définition, mais qui est celle de l'alternative, de l'autre solution qu'on peut apporter. Pierre-Yves Gomez. Oui. D'abord, je voudrais faire une remarque préliminaire, parce qu'on a dit débat et débatteur, moi je ne me sens pas du tout débatteur. Je suis contributeur. Une disputation, par définition, ce n'est pas un débat. C'est le fait de chercher ensemble la vérité en échangeant des arguments, mais pas dans l'esprit polémique, de se dire vous avez raison, vous avez tort, etc., mais de se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut dire de juste, de vrai. Donc je suis, alors, je pense qu'Jean-Philippe pense la même chose, on est venu contribuer avec vous à essayer de mieux comprendre un sujet qui est très complexe, beaucoup plus complexe qu'on imagine, et pas simplement sur la question de l'alternative, mais déjà, donc j'en arrive à la question, sur le sens même de ce qu'est le capitalisme. C'est pas du tout acquis ce que c'est que le capitalisme. On voit en gros, et en général quand on y pense, on se dit oui, c'est l'inverse du communisme, c'est l'inverse du socialisme, et il se trouve que historiquement c'est comme ça que le capitalisme est né. C'est une notion très tardive qui s'impose au début du XXe siècle, donc très tardivement, et pendant très longtemps on parle d'économie politique, on parle des capitalistes qui sont les détenteurs du capital, mais on ne parle pas d'un système capitaliste. On commence à en parler au début du XXe siècle, et essentiellement parce qu'en face il y a la prétention à fonder un système, clairement, qui est la prétention donc du socialisme, du communisme et du marxisme, qui est vraiment une prétention scientifique. On va fonder un système intellectuellement, voilà, idéal, et par opposition, les économistes vont se mettre à parler d'autre chose, d'un autre système peut-être qui s'appelle le capitalisme. Donc vous voyez déjà, cette notion, elle est née dans un contexte idéologique très particulier de la lutte, de l'opposition entre l'économie telle qu'elle existait,
au XXe siècle, et l'économie telle qu'elle était postulée par les socialistes et les communistes, comme une sorte d'idéal futur. Et dans cette opposition-là, on a inventé ce terme comme s'il y avait un système. Depuis, comme vous l'avez peut-être constaté, il n'y a plus d'idéologie communiste, on va dire, sérieuse en tant qu'idéologie sérieuse. On peut toujours trouver des bribes comme ça, enfin, rien à voir avec ce que les plus anciens ici ont connu dans les années 70 ou les années 60. On ne parle pas du tout des mêmes choses. Donc, cette idéologie étant tombée, on se pose, et le on, ça inclut les économistes, mais ces sciences politiques, les sociologues, on se pose la question, mais de quoi on parle aujourd'hui quand on parle de capitalisme? Le capitalisme chinois, le capitalisme américain, le capitalisme anglais du XIXe siècle, le capitalisme anglais des années 70, le capitalisme anglais après Thatcher, tout ça, ça s'appelle capitalisme. En fait, c'est tellement de choses finalement qu'on ne sait plus trop ce que c'est. Donc voilà, je commence par dire ça parce que ne faut pas partir bien en tête sur des certitudes, sur pour qu'on c'est bien, c'est pas bien. De quoi on parle quand on parle de capitalisme? Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de définition très claire du capitalisme. Il y a une définition à peu près claire de ce qu'est l'économie, mais ce que c'est qu'une économie capitaliste, je défie à un économiste de pouvoir la poser, une définition posée. Très compliqué. Voilà. Alors si c'est compliqué, est-ce qu'on peut quand même néanmoins essayer de donner une phrase? Est-ce qu'on peut dire le capitalisme, c'est donner le pouvoir au capital, tout simplement? Est-ce que ça résume? Est-ce que le isme, c'est finalement l'attribution d'un pouvoir? Alors, c'est intéressant parce qu'il se trouve que longtemps on a utilisé le mot capitalisme pour parler du pouvoir des capitalistes. Et on disait le capitalisme, c'est un peu ce pouvoir il y a des gens qui ont du capital et qui s'arrogent un pouvoir, et ça s'appelait capitalisme. Mais oui, ça n'a rien à voir avec un système. C'était juste une façon de procéder. Donc, mais si je suis cette idée, le capitalisme, ça serait le pouvoir du capitalisme, mais on s'en est que c'est pas que ça. Il y a aussi la propriété privée des moyens de production, il y a aussi l'accumulation du capital, il y a aussi le rôle de l'État, il y a aussi la place du profit dans les calculs économiques, il y a aussi la place de l'économie par rapport aux politiques, il y a plein de choses dans le paquet capitalisme. Donc on ne peut pas le réduire à ça. On l'a longtemps réduit au fait que les moyens de production sont privés, parce qu'on opposait à un autre idéal qui était la nationalisation des moyens de production. On disait par antithèse, je comprends les moyens privés, mais même ça ne tient pas sur le plan économique, parce que vous avez plein de moyens de production qui sont publics. Dans notre pays, y compris les États-Unis, il y a plein de moyens de production qui sont publics. L'armement, une partie des universités sont des moyens de production qui sont publics. L'économie de la connaissance, c'est pas un détail. Donc tout n'est pas privé. Et, en sens inverse, dans l'histoire, il y a plein de moments où les moyens de production étaient privés. C'est pas typique du capitalisme. Donc vous voyez, quand on prend une des dimensions, c'est pas si simple. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'ensemble de ces dimensions constitue quelque chose, moi je préfère dire la civilisation capitaliste que le système capitaliste, une sorte de civilisation, une façon de nous civiliser, de nous policer, de rentrer en relation les uns avec les autres, qu'on peut appeler effectivement la civilisation capitaliste. Je crois qu'on peut l'aborder comme ça. Alors on va s'en tenir à cette première définition, donc par opposition à un système communiste, socialiste, le capitalisme c'est en fait un petit peu défini par défaut en quelque sorte, en miroir, et maintenant que ce système n'existe plus, on a un peu de mal à le définir, même s'il y a une civilisation qui se dégage. Jean-Philippe Delsol, vous n'aimez pas tellement le terme capitaliste? Je ne l'aime pas du tout. Oui, c'est ça. Voyons, on va être mal barré pour trouver une alternative. Parce qu'en fait, en l'utilisant, nous tombons dans le piège du communisme, précisément. Alors, le communisme n'a pas été le seul à parler de capitalisme, il a d'ailleurs plutôt parlé, Marx en tout cas, de capital. Mais en fait, quand je dis piège, parce que capital, mais le capital, nous en avons tous besoin. Le capital, depuis que le monde s'est construit en mettant de côté, en créant du capital. La démocratie grecque, elle est née dans l'utilisation du capital, d'un capital très important. Pourquoi Athènes a été forte? Pourquoi Athènes a remporté la victoire contre les Perses, qui lui a permis de créer cette civilisation dont nous sommes les lointains descendants? Eh bien parce que Athènes n'avait pas de territoire très riche sur le plan agricole, au contraire de beaucoup d'autres cités, mais elle avait des mines. Et
elle a découvert, avant la grande période de Périclès, quelques dizaines d'années avant, des mines très importantes, notamment d'argent, qu'elle a utilisées, je raconte parce que je trouve ça intéressant, qu'elle a utilisé non pas c'est l'État, c'était des territoires qui appartenaient à la ville, et la ville n'a pas dit je vais les exploiter, elle a dit je vais concéder ces mines aux plus riches d'entre nous, pour qu'ils les exploitent parce qu'ils savent mieux faire que nous. Et en échange, on va leur demander de nous construire 2 centrières, des grands bateaux qui ont permis aux Grecs, aux Athéniens, de remporter la très grande victoire qui fait leur indépendance de Salamine. Et donc, en fait, c'est bien dans cette utilisation du capital, d'une certaine manière, que la démocratie naît, qu'elle trouve son berceau définitif. Elle est née un peu avant, mais je résume, bien sûr. Donc, on peut dire la même chose de Rome. À Rome, au fond, un peu comme à Athènes, finalement, le politique ne s'occupait pas beaucoup de l'économique. Rome, son grand problème, c'est un empire sur la mer, et il a besoin de bateaux pour transporter ses troupes. Il y a quelques bateaux publics, d'ailleurs, que possède l'empire, mais surtout, toutes les denrées, y compris les denrées si précieuses, le blé qu'on importe d'Afrique ou de Sicile. Eh bien, Rome se confie à des capitalistes, à des gens qui ont le capital pour... Et c'est un capital extrêmement risqué, un bateau à l'époque, même si on ne navigue qu'en été, enfin, entre printemps et automne, entre le milieu du printemps et le milieu de l'automne. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours besoin de capital. Alors, le mot capitaliste, il est dangereux à cet égard. Les marxistes eux-mêmes, d'ailleurs, l'ont utilisé pour, finalement, combattre la société qu'ils n'aimaient pas, en disant qu'ils voulaient l'abolir, pour construire une société encore plus capitaliste, mais d'un capital d'État, qui, on le sait, a été encore plus oppresseur que ne l'est parfois, car il l'est parfois, le capital privé, sous ses formes diverses. Donc en réalité, voilà, moi je n'aime pas dire société capitaliste, parce que je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, sinon se soumettre à notre adversaire, enfin en tout cas au mien. Et je préfère parler de société de marché ou de libre société de marché, car ce qui me paraît important dans ma vision des choses, c'est que en fait, il faut opposer des sociétés dans lesquelles les hommes, les individus, sont libres d'entreprendre, libres de chercher, de penser, de créer, par rapport à d'autres qui sont figés, souvent, d'ailleurs, il faut le dire, dans des structures politiques. Et je crois que c'est précisément dans l'émergence progressive, qui a des racines d'ailleurs chrétiennes, judéo-chrétiennes de mon point de vue, d'où mon livre sur le libre arbitre qui raconte tout ça, c'est dans l'émergence de la liberté, c'est-à-dire en fait dans l'émergence de la prise de conscience de notre libre arbitre, de nos libertés, que notre civilisation s'est bâtie en permettant, alors très lentement et plus définitivement par la Révolution française, c'est vrai, d'affirmer la liberté d'entreprendre qui a permis un progrès considérable parce que, en fait, ça a été l'occasion de comprendre que, en laissant libres les individus d'entreprendre, quand je dis entreprendre, c'est pas seulement entreprendre des entreprises de production, c'est entreprendre des projets, entreprendre des découvertes, entreprendre tout ce que l'homme peut faire. Et ces libertés données aux individus, alors que jusque-là, ils étaient plus ou moins enserrés. Je ne dis pas qu'ils étaient prisonniers, je dis qu'il y avait des structures qui enserraient les libertés. Le corporatisme, par exemple, n'est pas une structure d'enfermement, mais c'est une structure qui fige tout de même un certain nombre de comportements, de statuts, etc., qui ont été libérés par son abolition, quelles que soient les vertus, il peut en avoir d'autres, du corporatisme. Et donc, en fait, je crois que c'est ça, c'est vraiment des sociétés de libre entreprise et de marché, c'est-à-dire, en fait, l'accès à un échange libre, et c'est l'échange
qui est créateur de richesse, je peux peut-être m'expliquer plus tard là-dessus, et donc de capitalisation. Donc, civilisation capitaliste de l'autre, société de marché de votre côté. Ce sont deux définitions que vous donnez, qui sont compatibles. Pierre-Yves Gomez, vous acquiescez à cette définition. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ce terrain-là? Alors, on peut s'entendre enfin, moi, je partagerais que le fait que moi aussi, vous l'avez compris, je suis réticent à l'usage du mot capitalisme, à tort et à travers, si on ne sait pas de quoi on parle. Donc là, je suis tout à fait d'accord, et je pense que je préfère parler d'économie, tout simplement, et des dimensions économiques de la vie sociale. Donc je suis d'accord. Après, on peut discuter des détails, de la construction des choses. Il faut être précis. Une économie de marché, c'est une économie qui met le marché comme modalité régulatrice de l'espace social, évidemment économique, mais qui met le marché comme régulateur. C'est ça l'économie de marché. C'est pas le fait qu'il y ait des marchés partout, depuis le plus authentique, il y a des marchés. L'économie de marché, c'est autre chose, c'est que le marché régule. C'est au nom du marché qu'on régule. C'est pour ça que je dis libre société de marché, parce que je crois qu'il faut associer les deux. On est d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est marché conjugué au singulier. C'est libre société de marché. C'est le marché. Vous avez parlé du marché, voilà. Gomez. C'est bien ça. C'est là que le marché, c'est pas les marchés. Les marchés qui est les marchés, encore une fois, c'est aussi vieux que le fait qu'il y ait des échanges, échanges presque naturels, qui est un marché. C'est-à-dire qu'on se projette, c'est vrai que je parlais de civilisation, on se projette mutuellement, comme s'il y avait quelque chose d'abstrait, de totalement théorique, qui s'appelle le marché du travail, le marché des carottes, le marché financier. Ça, c'est effectivement moderne. Ça, c'est la société moderne qui a inventé ça. Ça, c'est typique de notre civilisation capitaliste. Alors, ce cadre n'a été possible que parce que le capitalisme est né de l'État. Le capitalisme n'est pas né n'importe comment, le capitalisme moderne, ce qu'on appelle en économie le capitalisme moderne. Il est né du fait que les États-nations se sont imposés à partir du XVIe siècle. En Europe occidentale, il s'est passé quelque chose. Cette société qui était très fragmentée, très divisée, mais unifiée par une même religion, s'est fragmentée en termes idéologiques et religieux, et s'est unifiée en termes politiques dans des espaces nationaux, naissance de l'Espagne, 1492, de la France, un peu plus tôt d'ailleurs, de la Grande-Bretagne, un tout peu plus tard des Pays-Bas, puis Allemagne et Italie, et bien sûr les États-Unis. Voilà, c'est pas dans le monde entier, hein, c'est juste dans cette partie du monde, il s'est passé quelque chose, c'est la naissance des États-nations. L'État-nation, ça veut dire qu'un féodal a pris le pouvoir sur tous les autres, et a fondé une unité politique. On appelle ça en France pour le savoir. Or, pour fonder sa puissance, cet État-nation, cet souverain, a concédé la dimension économique aux bourgeois, aux trouvelins, pour contourner les féodaux. En France, c'est très facile à voir. Versailles attire tous les féodaux, ils sont inféodés, c'est-à-dire ils sont mis en discipline à Versailles, et le pouvoir, le pouvoir économique est concédé à la noblesse de robe, puis à la bourgeoisie, et c'est cette articulation entre un État très fort et des individus capables de créer effectivement des entreprises qui est typique, alors pour le coup, du capitalisme moderne. Ça, c'est vrai que c'est une dimension proprement capitaliste. Il faut qu'il y ait un État fort. Regardez, dans les pays africains, par exemple, où il n'y a pas de développement économique, on dit, parce qu'il n'y a pas d'État fort. Il faut un État fort qui fixe des règles, qui fixe les règles du marché, les règles du droit, les règles de la propriété privée, etc., qui fixe ça. Le cadre de l'économique aussi. Et puis à l'intérieur, une relative, parce qu'il ne faut pas exagérer, une relative liberté des acteurs pour faire de l'économie. Ça va créer une civilisation qui est particulière, qu'on va appeler le capitalisme. Alors ça coïncide parfaitement, Jean-Philippe Delson, parce que vous disiez avec Rome qui profitait des mines qui ont permis sa puissance, et c'est l'État, Athènes, pardon, et Rome qui était abondée par du capital privé. Est-ce que ça correspond tout à fait à votre Pas vraiment, vision? non. Mais pourtant on dirait. On n'est pas loin, mais mon analyse est un peu différente. Je ne pense pas que l'État ait concédé. Pour moi, si vous voulez, nos libertés, elles sont naturelles. C'est-à-dire qu'elles nous appartiennent. Nous n'avons pas à demander à l'État de nous les concéder, elles sont à nous. Nous avons à demander à l'État qui, au fond,
et le gouvernement que nous acceptons comme individus, de protéger nos libertés. Parce que ce sont les nôtres. Oui, mais ce que dit Pierre-Yves Gomet, c'est qu'il y a les conditions préalables de l'exercice de ces libertés, c'est l'État qui permet non, l'exercice. Non, ce n'est pas l'État qui permet. La bourgeoisie naît spontanément. En réalité, je crois que, alors pour moi, très fondamentalement, ce qui fait la différence entre les mondes antiques et le monde moderne, mais au sens très long, pas moderne au sens de l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis finalement l'avènement du christianisme, je pense que la notion de liberté germe, parce que le christianisme, par essence, donne à chaque individu son libre arbitre, puisqu'il est à l'image de Dieu qui a un libre arbitre. Et à partir de là, tout change. Et c'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, on remonte un peu au lustre là, mais jusque-là, le monde, il était finalement soumis à un destin, aux astres. Les hommes étaient... ils avaient une certaine liberté, bien sûr, mais en fait, Inch'Allah, dirait-on aujourd'hui. Donc, ce que le judéo-christianisme, parce que les Juifs l'Ancien Testament a déjà commencé cette œuvre, mais de manière limitée, sur un petit peuple, et le christianisme l'étend universellement, il sème un grain qui va fleurir très progressivement et éclater depuis le début du XVIIIe siècle, qui est celui de cette liberté. Et les bourgeois qui ont créé des grands ateliers textiles de capitalisme, on peut dire, en Flandre, dès le XIVe siècle. On est d'accord? Les banquiers italiens qui ont créé dès le XIVe siècle aussi un peu les Médicis, Florence, mais d'autres aussi, ils ont fait des entreprises capitalistes. Pourquoi? Parce que c'était le libre-échange. Ils n'ont pas eu besoin de l'État. Parfois, ils se le sont appropriés, comme faire les Médicis à Florence. Mais pas toujours. Dans les Flandres, ce n'était pas le cas. Et en fait, ils avaient besoin, effectivement, d'un État régalien, fort sur le plan régalien, mais pas fort sur le plan économique. L'État laissait l'économie à la bourgeoisie. Il ne s'en occupait pas, en tout cas à ses débuts. L'État minimal. C'était un État fort pour assurer la sécurité, et il fallait que les bourgeois... L'intérêt de l'État, s'il n'y avait pas d'État véritablement, l'intérêt de toutes les strates de la société, de toutes les féodalités, de tous les pouvoirs féodaux, du petit seigneur de base jusqu'au roi, c'était que le territoire prospère. Et ils étaient contents d'avoir des marchands, contents d'avoir des commerçants, contents, etc. Et c'est ça, parce qu'ils pouvaient les taxer, tout simplement. Et ils les taxaient bien. Donc, en fait, ce que je crois, c'est que, effectivement, est né ainsi, mais spontanément, parce que les hommes, spontanément, quand ils prennent cette conscience de leur liberté, ils ont envie de l'exercer. Ils ont envie de l'exercer pour s'enrichir, bien sûr, parce qu'ils pourront avoir une plus belle maison, habiller mieux leurs femmes, si c'est un homme, etc., ou vice-versa, peu importe. Et au fond, c'est cette idée qui va germer toujours, et qui va permettre à Adam Smith de dire, donc au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, de dire que, en fait, ça n'est pas du boucher, du boulanger, qu'on attend son repas, mais c'est de l'intérêt qu'il a à nous livrer de bons produits pour qu'on les achète. Ce qui fait que son intérêt est notre intérêt, et que dans l'échange se trouve cette richesse qui va être capitalisée pour investir toujours plus, et c'est là que naît cette société de libre marché, ou cette libre société de marché. Indépendamment donc de la tutelle de l'État, du moins d'un État économiquement fort. Ça, c'est votre message. Elle ne peut naître que si l'État n'est pas économiquement fort. Elle ne naît pas, cette société, parce que l'État est économiquement fort. L'État économiquement fort la détruit. L'État économiquement fort constitue une autre forme de capitalisme, qui est un capitalisme de connivence. C'est celui que nous connaissons aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde, et en particulier en France, où les grands patrons et les ministres sont tous élus des mêmes promotions de l'ENA et se refilent des contrats. Il y en a peut-être dans la salle, excusez-moi pour mes propos, qui sont effectivement un peu hâtifs, je le reconnais, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Alors, voici une transition toute trouvée avec l'époque moderne, après une vingtaine de minutes passées sur l'histoire
du capitalisme et la définition. On voit bien que l'effort n'est pas si simple pour obtenir une définition finalement qui convienne à tous, somme toute, que ce soit le rôle de l'État, le rôle dans l'histoire, tout cela mériterait encore d'être pas mal défini, mais on va partir de cette idée. Pierre-Yves Gomez, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une version finalement du capitalisme optimale, mais s'il y a besoin d'une alternative, on suppose que non, et est-ce que la France en particulier est dans une version faussée du capitalisme finalement, quelque chose qui est une sorte de parodie du capitalisme? Qu'en pensez-vous? J'aurais du mal à répondre à la question parce que si parodie, il faut que je sache ce que c'est que le capitalisme. Dans la version de, oui, de Jean-Philippe Delson, c'est le libre marché qui s'exerce. Il faudrait continuer. Je vais encore faire un bout d'histoire. Parce que la naissance des entrepreneurs, ça a été beaucoup étudié. Il y a énormément de littérature, de travaux scientifiques pour savoir comment naissent les entrepreneurs en Occident. En France, c'était beaucoup étudié par Hélène Thérin, qui a fait un magnifique livre sur cette question, enfin, travail sur cette question. Vous avez un État fort, l'État le XIVien, et vos banques alors l'État fort doit défendre son territoire. Pour défendre son territoire, il doit construire des forts. Un ministre, bien connu, Vauban. Enfin, un ingénieur pour le faire, Vauban. Vauban, l'État n'a pas de moyens matériels. Alors, on va inventer une idée, XVIIe siècle, c'est on va confier à des personnes le soin de se débrouiller. Enfin, on passe on met aux enchères la construction du fort. Et s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le marché, on leur donne le marché, à eux de se débrouiller pour trouver les ouvriers, les matières, etc. Et donc on a analysé où ça se crée, etc. Et qui fait ça? Des gens qui n'existaient pas encore, et parce qu'ils n'étaient pas dans les corporations, ils étaient entre les deux, et qui vont aller chercher des ressources. Ils vont entre eux prendre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des ressources, ils vont les mettre ensemble. Et c'est comme ça que naît la notion d'entrepreneur, qui au départ étaient des personnes qui répondaient à des donneurs d'ordre publics, et qui produisaient à la place d'eux. Alors, ça c'est très typique en France. Les entrepreneurs ont été des entrepreneurs qui ont répondu à des grands appels publics. En Grande-Bretagne, on a montré que c'est un peu différent, que les entrepreneurs sont les nobles eux-mêmes qui sont emparés des terres, parce que comme ils n'avaient pas les subsides du roi, ils étaient obligés de faire cracher, si on prend une expression moderne, cracher la terre, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de la rentabiliser toujours plus. Donc, dans chaque pays va naître une catégorie nouvelle qu'on va appeler entrepreneur. Ça met 3 siècles, entre le XVIe et le XIXe siècle. Vous voyez, donc, il y a toute une histoire qui nous conduit, alors, j'arrive à votre question, à ce que l'on est aujourd'hui. En France, on n'est pas... L'histoire de la civilisation capitaliste en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, que la même en Chine ou au Japon. D'où ma difficulté à répondre par rapport à est-ce que c'est mieux ou moins bien, je ne sais pas, par rapport à quoi. Si on prend 2 pays voisins et dont on a opposé le capitalisme, enfin en tout cas mis en écho le capitalisme, l'Allemagne et la France, on a 2 histoires différentes. D'une même chose, d'une même notion, qui serait le capitalisme, de façon très différente de penser ce qu'est un entrepreneur, ce que c'est un banquier, ce que c'est que l'État. Donc voilà, j'ai du mal à répondre parce que, comme je reviens à mon problème, j'ai du mal à lire quelque part ou à voir quelque part dans le pavillon de Sèvres où il serait déposé la notion de capitalisme qui serait là, sous cloche. Et puis on regarde et on dirait, ah bah tiens, ce capitalisme, il est douloureux. Non, il y a des effets de l'économie qui sont douloureux, il y a des effets économiques qui sont positifs. Il se trouve que cette économie, elle produit une sorte de civilisation qu'on peut appeler capitaliste, mais c'est pas la même en Chine qu'en France, et en France en 1950 et en 2022. Vous voyez. Donc voilà, pourquoi j'ai du mal à... Alors si je fais tous ces détours, il y a un enjeu politique derrière tout ça. C'est que si on projette l'existence de quelque chose qui n'existe pas, on se donne un faux ennemi, et on se donne un faux alibi. Et on n'arrive pas à trouver des alternatives, justement, parce qu'on se dit, quelle est l'alternative du capitalisme? Alors, sur quoi doit porter l'alternative? Sur des situations complexes. On parlait de subsidiarité tout à l'heure. L'alternative, c'est entre l'organisation centralisée qui concède le pouvoir, les raisons de pousser à ça, ou l'organisation subsidiaire, pour laquelle la délégation de pouvoir est de bas en haut. Voilà une alternative à des pratiques concrètes. Vous voyez, pas un grand système. Alors la France, justement, c'est pour ça que je commençais par la France, c'est que la France serait plutôt dans
la logique verticale d'un pouvoir en haut qui préempte les places et les contrats, hein, comme vous avez dit, Jean-Philippe Delsol, et qui empêche en fait la subsidiarité. On ne peut pas dire que la France n'est pas le pays le plus subsidiaire du monde, précisément parce que nous avons une grande habitude de centralisation versaillaise, étatique. Voilà, notre État-nation s'est construit par l'hypercentralisation. C'est même frappant. Je vécu aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Quand on revient en France, on est frappé par cette espèce de centralisation parisienne qui retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est vrai que, mais c'est pas tant le capitalisme en cause que notre histoire, notre culture, effectivement, dans cette matrice capitaliste, j'entends, mais je ne chercherai pas une alternative au capitalisme, mais une alternative à la centralisation française. À la version française du capitalisme. Et ça, je vous repose la question, Pierre-Yves Gomez, est-ce que ça doit être changé? Si on doit imaginer une alternative, est-ce que vous iriez dans ce sens-là, que j'imagine est celui de Jean-Philippe Delsol, qui est de dire il faut on est d'accord sur cette chose. C'est pour ça que je retarde le moment où on est d'accord sur. Est-ce qu'il faut détacher l'État en fait de sa tutelle sur l'économie? Dès lors qu'on ne pense plus le gros modèle capitaliste, pour les mêmes raisons que vous évoquez, Jean-Philippe, parce que c'est un modèle qui est idéologisé, et qu'on cherche concrètement les pratiques que l'on trouve positives ou négatives, on va trouver plein d'alternatives. Et donc en France, on va avoir effectivement plein de choses très positives dues à la civilisation française. Très positives en termes de culture. Donc il faut aussi en faire la liste. Et puis des limites claires. Alors, quelles sont les pratiques très positives que vous estimez des alternatives? Si on est au rang des pratiques, puis on va les mettre en débat aussi avec Jean-Philippe Delsol. En France, l'importance des humanités et de la culture dans les pratiques sociales. Je pense que ça, c'est un caractéristique français, encore une fois, pour avoir vécu ailleurs, quand on rentre, ça, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'il y a une sorte de richesse, que vous enviez aussi, il y a de richesse, y compris dans l'innovation, qui est liée à ça. Je crois, là, on va peut-être être un peu plus en dialogue, les grands corps d'État. Je pense que le fait d'avoir des ingénieurs et des grands corps d'État a été longtemps une force française. Alors, j'y ai été longtemps parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est problématique aujourd'hui, mais a été une force française parce que ça constitue une élite à la fois intellectuelle, au service d'un projet, au service d'une nation, au service qui a été une force en France. Et je crois que quand on a remis ça en cause, on s'est privé de ressources sans les compenser par une alternative, par des ressources alternatives. Vous croyez que la globalisation allait se suffire à elle-même? Non, on s'est privé de ces ressources-là, des grands corps, des gens très bien formés, des élites, au service de... Voilà. Donc, je vous donne deux. On peut discuter de ce point, Jean-Philippe Delsol? Bien sûr qu'on peut en discuter. Effectivement, avec Pierre-Yves, je suis d'accord sur le fait que sortir de la centralisation, que nous, l'un et l'autre, nous ne condamnons pas, il ne s'agit pas forcément de condamner notre histoire, mais je crois que nous constatons que ce n'est pas le meilleur modèle, et qu'il a bien des défauts. Tous les modèles ont des défauts, mais enfin, les uns plus que d'autres. Donc là-dessus, je crois qu'effectivement, en cherchant autre chose, on va trouver d'autres possibilités. Il n'y en a pas une, il y en a d'autres, parce que la vie économique ne contient aucun modèle parfait, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent croire, qu'il soit libéral, socialiste ou autre. Il n'y a pas de modèle parfait, ça n'existe pas. Il n'y a que des modèles qui représentent des cadres dans lesquels les hommes évoluent avec leurs projets, leurs associations, les risques assumés, leurs échecs et leurs réussites. Et il faut que ces projets évoluent pour s'adapter en permanence. Donc ça, pour situer quand même, je crois, quelque chose d'important. Oublions l'idée, ne soyons pas idéologues, oublions l'idée qu'il y aurait des modèles parfaits. Mais ce que je crois foncièrement, c'est que je crains un peu, alors c'est juste, c'est peut-être une taquinerie, mais je crains un peu que ce que vous dites soit très français en parlant de notre corps d'ingénieurs. C'est vrai, vous avez raison que la France a eu très tôt, Napoléon, donc avant les autres, et pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, des corps d'ingénieurs remarquables. Il y en a sans doute parmi vous. C'est une qualité française, c'est incontestable. Est-ce que c'est mieux que ces corps d'ingénieurs soient publics plutôt que privés?
C'est là la question. Moi, je constate simplement qu'on est peut-être là un peu, vous savez, comme dans ces débats où la France affirme toujours qu'elle a le meilleur système social du monde, mais c'est curieusement celui que personne ne veut. Bon, c'est un peu ça. Et on aurait le meilleur système de formation des ingénieurs du monde, et on aurait les meilleurs ingénieurs du monde, sauf que les États-Unis font depuis très longtemps une croissance qui est toujours supérieure à la nôtre. Ils ont un PIB par habitant qui est 50% au-dessus du nôtre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi de ce point de vue-là? Il y a eu d'autres échecs, et je ne dis pas que les États-Unis c'est parfait non plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi avec leurs ingénieurs qui ne sont pas publics pour 95% ou 98% d'entre eux, c'est l'inverse de la France, pourquoi est-ce qu'ils ont, d'une certaine manière, mieux réussi économiquement? Parce que, précisément, de mon point de vue, on était plus proche de la libre société de marché. C'est-à-dire que les initiatives y étaient plus libres, elles n'avaient pas besoin de 25 coups de tampon qui en alourdissaient le coût, le temps et finalement faisaient fléchir ces résultats. Aux États-Unis, avec tous les défauts que ça représente, on embauche en 3 jours et on débauche en 2. En France, il faut des mois et des mois. Bon, c'est juste un petit exemple, un flash pour souligner. Donc, ce que je crois, c'est que, en réalité, si, comme je le pense, la vraie richesse d'une société de capital, d'une société capitaliste, appelons-la comme ça, une société dans laquelle il y a du capital qui se développe parce qu'il en faut pour soutenir le progrès économique qui se transforme en progrès social, et une société de ce type-là ne se développe bien que lorsqu'il y a de libres échanges, car, je le disais d'un mot tout à l'heure, je le développe en 1 minute, c'est dans l'échange que se crée la richesse. C'est dans le libre-échange que se crée la richesse. Prenez l'exemple, je vais vous donner un exemple, un exemple du smartphone. Dans un smartphone, il faut des milliers de pièces pour construire un smartphone, qui sont construites dans le monde entier. Prenons Apple, aux États-Unis, qui construit ça. Eh bien, il achète à des milliers de fournisseurs des petites pièces, parfois minuscules, parfois un peu plus grosses, pour les assembler. Lui, il a le concept, Apple, et il y en a d'autres qui l'ont aussi. Et en fait, tous les fournisseurs du monde, s'ils vendent à Apple, c'est qu'ils s'enrichissent. Sauf que Apple, par le concept qu'il a créé, en réunissant ces pièces, on pourrait dire la même chose d'une montre, d'une voiture, etc., va créer une plus grande valeur ajoutée, et c'est comme ça que Apple est devenu le monstre que l'on connaît, et la capitalisation absolument incroyable que l'on connaît aussi. Mais, au fond, on a enrichi une partie du monde en faisant ça. Et, puisque je parle de smartphone, je continue pour montrer et souligner cette force de l'échange, c'est que M. Niel, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, je ne trouve pas en soi, je le dis comme je le pense, que cet homme qui s'est enrichi dans le Minitel Rose était forcément sympathique. Mais moi j'admire son savoir-faire. Il a, en 2010, créé un concept qui était que l'abonnement qui permettait d'utiliser le smartphone, qui valait 23 € en moyenne à l'époque sur le marché, il pouvait le vendre à 10 €. Ah, c'était un peu moins bien, c'était pas tout à fait pareil, mais quasiment pareil, et c'était 2 fois moins cher ou un peu plus. Qu'est-ce qu'il a fait en mettant ça sur le marché? Eh bien, il a permis à ses acquéreurs d'abonnements, mais aussi aux autres, parce que la concurrence s'est alignée, en partie, de bénéficier d'une sorte de gain de pouvoir d'achat significatif. Et en même temps, lui, il s'est enrichi. Donc en réalité, tout le monde était gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y avait libre marché, c'est-à-dire concurrence. Il faut donc échange, et il faut que la concurrence régule cet échange dans le cadre de règles qui sont, au fond, ce qu'on appelle, et j'en termine par là, un état de droit. C'est pas un état avec un grand E, c'est pas le droit de l'État, parce que le droit n'appartient pas à l'État. Le droit, c'est l'ensemble des règles que nous avons reçues de nos pères et que nous continuons à appliquer parce que la tradition nous a enseigné que c'était les meilleurs et que nous avons peut-être demandé à l'État de valider dans des lois. Mais ça, c'est le meilleur droit. Et c'est le droit dans lequel les gens agissent le plus librement. Et c'est dans un état de droit qui régule une concurrence, qui régule les marchés, qu'on peut trouver finalement une solution pour
avoir des sociétés qui partent effectivement de la base plutôt que du sommet, subsidiarité disiez-vous tout à l'heure, et effectivement vous avez raison, et qui représentent, je crois, une meilleure alternative qui, je me répète, mais on ne se répétera jamais assez à ce sujet, n'est pas parfaite. L'exemple est probant, Pierre Gonès. L'exemple des télécoms est très intéressant parce que c'est un marché qui n'est pas un marché, puisque c'est l'État. C'est typique de ce que c'est que l'économie de marché. Le marché des télécoms, c'est un marché qui est construit par la puissance publique, puisqu'elle a décidé qu'il y avait 3 opérateurs, puis 4. Et c'est une décision de politique économique que tout économiste comprend, parce qu'on fait un calcul économique et on se rend compte qu'au-delà de 3 concurrents, il n'y a plus de profit. Donc pour qu'il y ait de profit, il faut qu'il n'y ait pas de concurrence pure et parfaite, que la concurrence soit pas ouverte. Et donc, c'est un marché. C'est typiquement le marché qu'on donne toujours comme exemple de marché récent, construit par l'État, et heureusement qu'il y a un État fort qui décide d'accorder donc les licences aux opérateurs, et c'est pour ça qu'il y en a 3. Et puis ensuite, à un moment donné, l'État, l'État a eu besoin d'argent, parce qu'il a ouvert le marché à 4, d'où la difficulté du 4e, à tour de rôle, à faire des profits, parce que c'est un marché qui, en microéconomie, enfin, je fais pour ceux qui ont fait la microéconomie, vous voyez ce que je peux dire, c'est des courbes comme ça, on fait des calculs et on sait qu'il y a un nombre limité de concurrents, et au-delà de ces concurrents, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus avoir d'activité. Donc vous voyez, les marchés, c'est pas du tout spontané, ça se construit socialement, ça se construit politiquement, ça c'est typiquement le bon marché. Il y a un autre bon marché très important aujourd'hui qui est celui de fusées, c'est un marché public, c'est un marché qui est construit. Le marché des fusées. Ben non, il n'est pas public. Elon Musk, il construit les privés, les fusées privées. Elon Musk, son entreprise est sauvée par la NASA qui lui passe un énorme contrat à la fin des années 2000. Et c'est comme ça qu'il vit de dépôt de bilan. Et à partir de là, il fait toute sa fortune. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, parce qu'il y a des commandes publiques et qu'il y a une politique publique qui est une politique de dépenses massive pour conquérir d'abord la Lune et pour Musk, Mars. Et donc c'est privé, mais associé évidemment à une politique publique. Donc cette articulation entre les deux, elle est vraie partout, c'est pas qu'en Chine et pas qu'en France, c'est vrai en Allemagne, avec la construction de tout le système autoroutier à une époque, après le système de train, ça a été aux États-Unis. Dans tous les pays, il y a une articulation beaucoup plus fine entre le rôle de l'État et le rôle des entreprises, qui fait précisément un capitalisme qui est typique. Il va être plus fort en France, un peu moins fort aux États-Unis, mais nulle part il existe. Pardon, je vais me reprendre parce que c'est pas nulle part, je vais vous donner des pays où ça existe. Mais dans les grands pays capitalistes, il n'y a pas de libre entreprise au sens où ça émerge comme ça et tout le monde peut s'installer. Alors effectivement, les lieux où il y a le plus d'entrepreneurs, ça aussi c'est très documenté scientifiquement, c'est l'Afrique. En Afrique, en Tanzanie, il y a 60% des citoyens sont des entrepreneurs. C'est les pays où il y a le plus d'entrepreneurs. Mais précisément parce que comme il n'y a pas d'État-nation, il faut se débrouiller, il y a plein de petits entrepreneurs. Mais vous voyez, dans nos civilisations, c'est plus complexe. C'est pas ça, entrepreneur, c'est plus que ça. C'est une articulation entre une ambition collective, qui est l'ambition d'une nation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, une ambition collective, d'un bien commun, et puis des initiatives. Et ça, je vous suis totalement cette question. Totalement. Des initiatives personnelles, je préfère dire ça que privé, personnelles, où il y a des personnes qui vont s'engager et qui vont servir le bien commun à partir de dispositions, de compétences, d'accumulation, d'énergie, de courage, qui sont personnelles. Cette articulation entre les deux, c'est le propre de notre civilisation. Vous voyez, mais c'est les deux. Il faut qu'il y ait un bien commun aussi, il faut qu'il y ait un sens commun au collectif. Sans quoi, aujourd'hui, c'est la Tanzanie. Effectivement, il n'y a pas de décollement, il n'y a pas de développement, parce qu'il n'y a que des, Marx disait, le capitalisme de boutiquier, il y a des petits boutiquiers comme ça, puis il n'y a pas suffisamment de commun pour emporter des accumulations suffisantes, de l'innovation massive, etc., ce qui a fait la richesse des États-Unis, de la France ou de l'Allemagne. Juste un mot là-dessus, parce qu'on ne va pas s'y étendre. Je crois qu'on converge d'ailleurs là, tous les deux, dans l'analyse, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je voudrais qu'on distingue tout de même les modèles, parce que vous parlez de la Chine en même temps que de la France ou des États-Unis. Bon, c'est pas pareil. La Chine, tout vient d'en haut. C'est vraiment une liberté comme celle d'une marionnette suspendue, puisque en fait l'État autorise tout
contrôle tout jusqu'à l'intérieur de l'entreprise au travers du Parti communiste. C'est donc vraiment quelque chose de très très différent. Concernant l'Occident, et je partage aussi ce que vous avez dit sur l'Afrique, qui est effectivement un terrain plus vierge, mais concernant l'Occident, je voudrais simplement tempérer ce que vous avez dit. Depuis le début de notre conversation, j'ai rappelé que dès le départ de notre Occident, il avait été fondé, celui-ci, notre Occident, c'est notre démocratie, sur une concession, la concession des mines athéniennes. Mais, en fait, n'oublions pas que Musk peut construire des fusées, qu'après ce soit la NASA qui lui achète, oui, mais Musk construit des fusées parce qu'il a créé librement une entreprise libre qui n'a pas eu besoin d'autorisation particulière, qui s'appelait PayPal, et où il a gagné beaucoup d'argent, et beaucoup d'autres entreprises aussi, mais la principale était PayPal. Et avec cet argent, il s'est dit, je vais construire des fusées. Tout le monde lui a dit, vous êtes complètement fou, mon gars, mais il l'a fait. Et c'est vrai qu'il lui fallait un marché, que le seul marché, c'était l'État, c'est sûr. Sauf que l'État y a gagné parce qu'il achète ses fusées 2 fois moins cher et en plus il les fait servir. C'est la même chose pour l'histoire, finalement, de Niel. Il s'est enrichi, ce qui lui a permis de souscrire à une licence d'État en ayant un meilleur prix et en venant bouleverser le marché, c'est parce qu'il avait d'abord gagné sa vie dans une affaire un peu douteuse, qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui une application, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, avec le Minitel Rose. C'était pas le Minitel, c'était une application, un service qu'il donnait sur le Minitel, qui était un service qu'il avait imaginé, et il s'est enrichi beaucoup, ce qui lui a permis d'offrir, de répondre au marché donné par l'État. Donc en réalité, vous avez raison de dire qu'il y a souvent une sorte de mixte, mais il faut d'abord qu'il y ait ce marché libre pour qu'il y ait suffisamment de capital de façon à pouvoir répondre. Et il faut aussi que la concurrence, alors dans un cadre fixé éventuellement, et vous l'avez très bien rappelé, mais que la concurrence puisse pleinement s'exercer. Alors, marché libre, place de l'individu, de la liberté individuelle, de l'initiative, place de l'État, on voit bien sur quoi vous opposez quand même, il y a des distinctions assez nettes. Je voudrais savoir si on peut prendre un exemple. Pas trop quand même, un petit peu. Je pense qu'on est en train ensemble de voir que c'est tout ça, c'est à la fois de l'État et des marchés et de la concurrence et de l'initiative personnelle, et que c'est cette articulation qui fait cette civilisation particulière. Est-ce qu'on peut prendre un exemple si on prend par exemple la politique industrielle de la France, est-ce qu'on peut, c'est un souci que beaucoup de nos contemporains partagent, c'est la désindustrialisation du pays. Est-ce qu'il y a une responsabilité quelque part? Est-ce qu'il y a une alternative à trouver? Est-ce qu'on peut réindustrialiser ce pays? Ou est-ce qu'il y a une sorte de fatalité qui est liée au fait qu'on peut produire beaucoup moins cher ailleurs, que l'absence de frontières ou que les flux qui passent comme ça, sans frontières, font que notre pays est destiné à se désindustrialiser? Ou bien est-ce qu'il y a une volonté politique particulière qui peut changer le cours des choses? Jean-Philippe Delsol, Pierre Gomez, ils sont concrets sur ce chapitre de la politique industrielle. Je commence? Ouais. Allez-y. Oui, on peut essayer d'être concret, alors on peut dire des banalités, d'ailleurs, parce que forcément, ce sont des thèmes rebattus. Je pense que les entreprises françaises sont surimposées, impôts et cotisations, par rapport à d'autres. Mais en fait, quand on compare l'Allemagne, l'écart n'est pas si grand que ça, finalement. Donc, ce n'est pas la seule explication, même si c'est vrai qu'on impose plus les bénéfices, par exemple, parce qu'il y en a plus aussi en Allemagne, que ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire les impôts sur le capital, qui sont beaucoup plus importants, 3,5 à 4 fois supérieurs en France à ce qu'ils sont en Allemagne, ce qui est un coût lourd à porter. On fait avancer nos entreprises avec un sac à dos qui est rempli de plomb dès le départ. Donc effectivement, ça entrave notre industrie. Mais je crois que quand on regarde les choses de manière un peu plus complète, on aide aussi plus les industries d'une certaine manière. Et c'est finalement la méthode qui, moi, me paraît la plus mauvaise et qui explique aujourd'hui pourquoi on a moins d'industrie. Je vais essayer de prendre une image réelle, enfin donner quelques chiffres pour expliquer mon point de vue. En France, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est sauver l'emploi. C'est gentil, c'est légitime. Mais ceci dit, sauver l'emploi, ça veut dire créer du mauvais emploi.
Et ça veut dire empêcher du bon emploi de naître. Je m'explique. En France, les entreprises, bon an, mal an, c'est pas chaque année la même chose, elles payent hors TVA et cotisation sociale, hein, elles payent en impôts, impôts sur les sociétés, impôts de production, 130 à 140 milliards à l'État. Et elles reçoivent des aides diverses, sous forme d'abattement, de réduction d'impôts, de subventions, d'aides spécifiques, de ceci, de cela. Il y en a 2000. Environ, bon an, mal an, 130 à 140 milliards par an. Vous voyez, je donne et je reprends. C'est quoi ça? C'est la maladie de l'État français de vouloir tout contrôler. Et si, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois, effectivement, donner et reprendre, ça peut arriver, mais le moins possible. Pas à ces montants-là. Et si on laissait les entreprises libres de se débrouiller, et si on les imposait moins en contrepartie, eh bien je crois qu'on créerait du bon emploi au lieu de mauvais emploi, et des industries au lieu des services. Plus. Pierre Gomez. Alors, je reviens à la question qui a été sur la désindustrialisation. Oui. On peut converger. La France a fait un choix dans les années 80, enfin un choix politique, un choix de politique industrielle, c'est de laisser tomber son industrie au profit des services. C'est un choix de politique industrielle. C'est-à-dire que les Français se sont dit, à mon avis, d'un point de vue très idéologique, c'est la question, mais peu importe, ils se sont dit, en fait, dans la concurrence internationale, notre industrie, elle a, compte tenu de notre marché, elle a atteint ses limites. Là où on va être très fort, c'est sur les services, parce qu'on a un coup d'avance. Et l'avantage du service, c'est que ça délocalise moins les emplois en plus. Donc, investissons massivement sur les services, et effectivement, la France a tiré sa croissance économique en 30 ans sur les services. Numéro 1 mondial de la gestion de l'eau, numéro 1 mondial des services financiers, alors pas un mondial, mais en dehors des États-Unis, c'est la France qui est le premier en services financiers, devant la Grande-Bretagne. Donc, et une partie d'ailleurs de l'intelligentsia des ingénieurs est passée au service, comme vous savez, notamment en finance. Donc, c'est un choix politique qui a été fait dans les années 80 et qui a été gagnant. Parce qu'on peut dire que en 2000, dans le concert 2005, dans le concert international, ce qu'on appelle la division internationale du travail, la France avait une place relativement enviable, parce qu'elle était encore une fois le numéro 1, bien classé, sur un certain nombre de services. D'autres pays ont fait un choix totalement différent, notamment l'Allemagne et l'Italie, qui ont défendu leur industrie. Et l'Italie, qui est un petit pays relativement aux autres, a défendu avec beaucoup de force son industrie et est resté relativement dans la course au niveau industriel. Bon, le choix français a été, encore une fois, parce que rien n'est, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, rien n'est blanc ou noir si facilement, a été plutôt gagnant jusque dans les années 2005, et il s'avère de moins en moins gagnant aujourd'hui. Alors, d'une part parce que, moi c'est ce qui me paraît le plus dangereux, c'est qu'on a abandonné des ressources, des savoir-faire, et c'est irréversible. Quand vous ne savez plus faire certaines choses, c'est terminé. On dit, on va réindustrialiser, mais déjà avec quels moyens, mais même avec les personnes, si vous ne savez plus construire certaines choses, vous n'avez plus construire certaines choses. Si on prend trop de retard sur le nucléaire, je suis désolé, mais ça va être dramatique. À force parce qu'on avait une très grande avance sur le nucléaire, ça veut dire des ingénieurs, c'est des ingénieurs qui construisent des choses, qui les fabriquent. Si on arrête tout, ces ingénieurs vont disparaître et on ne saura plus faire. Bon. Moi, je pense que le danger dans lequel s'est mis la France, c'est que, en abandonnant assez massivement l'industrie, puisqu'on est passé de grosso modo 20% du PIB à aujourd'hui, l'industrie, ça va faire 14, 12% du PIB, c'est rien, quoi. Pour un pays qui fut un grand pays industriel. Ce choix est irréversible. Donc ça, c'est un premier sujet. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il n'est pas aussi gagnant qu'il le fut? C'est que depuis quelques mois, on s'est rendu compte que on est passé à une nouvelle phase de la globalisation. La globalisation heureuse, harmonieuse, au niveau mondial, on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne,
qu'il y a des risques de replis nationaux, et au moins continentaux, et que si on n'est pas fort en termes industriels, ce n'est pas des services qui vont vous sauver. À un moment donné, il faut avoir des objets pour conserver son indépendance. Et là, il faut bien dire qu'aujourd'hui, on traverse en France un trou d'air. C'est très clair avec le nucléaire. Avec le retard qu'on a pris sur le nucléaire, on voit bien qu'on est dans un trou d'air. On court après simplement le maintien d'un parc, alors qu'on était les numéros 1. Il y a les numéros 1 mondiaux. Alors là, pour le coup, c'était devant les États-Unis, devant les meilleurs ingénieurs du monde, très en avance. On était les numéros 1. Et là, on n'est pas sûr de pouvoir maintenir notre parc. Là, on est dans un trou d'air. Et on peut. Mais j'aime pas être comme ça critique, c'est un peu facile. C'est vrai qu'on s'est beaucoup engagé dans cette économie des services, avec une vision très française, très universaliste. Il va y avoir une grande globalisation, et on aura notre place, vous allez voir, ça va bien se passer. Et que, pour prendre un exemple, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais l'affaire des masques au moment du Covid nous a montré que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'à un moment donné, ou les médicaments aujourd'hui, à un moment donné, vous ne savez plus faire certaines choses. Ben, quand vous en avez besoin, vous êtes dépendant, de manière très concrète, d'une puissance qui va décider de vous les vendre ou pas. Le retour des nations, on va dire Chine, États-Unis, peut-être Europe, des nations comme ça, ça n'aide pas un pays qui a misé sur les services, parce que les services, ça exige que précisément ça circule, c'est pas implanté quelque part. Donc là, je crois qu'il y a eu un choix politique, encore une fois, qui a été heureux, mais dont on vit aujourd'hui des conséquences plus difficiles. Trop d'aller-retour entre l'État et la société de marché pour Jean-Philippe Delsol, et un choix malheureux sur les services dont on paye les conséquences aujourd'hui. Voilà pour la politique industrielle. Si on revient au cœur de notre question, parce que le public doit s'en poser pas mal, et vous pourrez en poser pendant à peu près un quart d'heure par le biais des petits papiers. Si on revient à notre question cible, y a-t-il une alternative? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce système, si tant est qu'il y ait quelque chose à changer? Est-ce qu'on peut savoir vers quelle piste vous pourriez nous orienter, Jean-Philippe Delsol et Pierre-Yves Gomez? Puis après, on en viendra à des aspects culturels du capitalisme, pour le temps qui nous restera. Jean-Philippe Delsol. Moi, je crois, pour ma part, alors si on veut... Votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Si on veut parler de la France, mais bon, la réponse peut être plus globale aussi. Mais je crois qu'en France, la grande difficulté que nous vivons et que nous subissons aujourd'hui, c'est la déresponsabilisation. On le voit très bien, alors après le Covid, mais dans le rapport au travail. Je crois que la crise du travail que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de responsabilité. Que l'État a initié d'ailleurs, parce que les ministres, les présidents de la République qui nous ont dit on peut s'endetter, c'est pas grave, on ne remboursera pas, c'est le chemin de la déresponsabilité. Et ceux qui, les mêmes, ont dit vous en faites pas, on s'occupera de vous, c'est le chemin de la responsabilité, de la déresponsabilisation, parce que en fait, on dit aux gens vous en faites pas, vous continuerez à vivre bien parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est un pays fort, parce qu'on est un pays puissant. Mais c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est, je crois, à tout niveau, dans l'éducation, comme dans les retraites, dans l'économie, comme dans la politique, il faut restituer leurs responsabilités aux individus, aux familles, aux communes. Mais regardez les communes. Donc ça passe par l'éducation. Non. Je crois qu'il n'y aura pas d'éducation spontanée. Enfin, oui, bien sûr, il faut de l'éducation, mais ça ne se fait pas spontanément. Il faut mettre les individus, les collectivités, les communautés, je veux dire plutôt, face à leurs responsabilités. On les en empêche. Quand on dit aux communes, vous avez des responsabilités, mais on ne vous donne pas l'argent pour ça, enfin, plus exactement, vous n'êtes plus maître de votre argent, puisqu'on vous le prend et on vous le donnera au compte-gouttes comme on veut nous, c'est l'État qui dit ça aux communes, elle déresponsabilise les communes, il déresponsabilise les communes. C'est la même chose pour les familles, c'est la même chose pour les individus. Il faut, les individus, prenons l'éducation, à moins que vous vouliez tout à l'heure développer, mais prenons l'éducation. Aujourd'hui, au fond, on fait tout pour que l'enseignement privé supérieur n'existe pas en termes de concurrents de l'université, ou si peu, et si mal. Si mal. Il y a de bonnes universités, catholiques d'ailleurs, mais elles n'ont pas de pouvoir, elles ne peuvent pas délivrer leurs examens. Vous ne le savez peut-être pas, mais elles ne peuvent pas délivrer leurs examens.
Elles sont sous la menace permanente annuelle de l'État de dire « on vous empêche de délivrer vos examens », ce qui est un scandale national. Les écoles privées, c'est du même tabac. Elles ont un quota qu'on leur impose qui est non dit, qui n'est pas légal et qui les empêche de se développer. En fait, il faut rétablir la liberté d'entreprendre, entreprendre au sens large, entreprendre culturellement, entreprendre en éducation, entreprendre, et que les gens soient responsables d'eux-mêmes. Il faut rendre à chacun la maîtrise de soi-même. Liberté, responsabilité. Pierre-Yves Gomez, qu'est-ce qu'il faut changer? Où est l'alternative? On disait tout à l'heure, il faut se situer sur des terrains bien précis, des pratiques. Est-ce qu'il y a une alternative qui irait dans un esprit compatible ou pas compatible avec celui de Jean-Philippe Delsa? Oui, alors, il y a une alternative. Alors, je n'ai pas l'impression de dire si on appuie sur tel bouton, vous allez voir, tout va changer. Hein, mais effectivement, je pense qu'il y a une alternative. Mais je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Jean-Philippe. Je pense que même si l'articulation entre l'État et l'entreprise est assez subtile, comme on disait, pour autant, il y a des stratifications, il y a des bureaucratisations qui sont devenues évidemment superfétatoires. C'est évident qu'il y aurait le ménage à faire, pas simple à faire, quand ceux qui sont supposés le faire sont justement ceux qui viennent justement de la bureaucratie. Mais c'est pas, pour moi, l'alternative existe. Une alternative importante, moi, qui m'est chère, c'est l'alternative entre travail et consommation. Je pense qu'une société, alors en particulier en France avec cette société du service, mais une société en général, qui tend vers le primat de la consommation sur le travail. Et donc, c'est la consommation qui oriente l'économie, et pas le travail. Ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'une économie saine est une économie qui est orientée par le travail. Pourquoi? Parce que le travail, pour le coup, responsabilise. Parce que ce que je fais, ce que je produis, ça m'inscrit dans une société. Ça me donne l'obligation d'en être responsable. Que ce soit un service ou un bien, mais aussi quant au choix de ce qui est produit. Si la consommation est première, je ne dis pas le ludique, c'est non, la consommation. C'est réussir sa vie, c'est consommer. Et ben, je pense que, alors pour le coup, je vais reprendre le même mot, hein, on se déresponsabilise collectivement par rapport aux enjeux qui sont politiques quand il faut avoir une société du bien commun, une société qui a un bien qui nous est commun, mais aussi, ou la question, mais même la question écologique, elle se comprend, enfin, elle ne peut commencer à se résoudre que si on donne au travail toute sa force, parce que travailler, ça va avoir un impact, c'est être responsable de cet impact, et donc éventuellement des effets que peut avoir l'impact sur les générations futures, etc. Mais le fait de nous être dépossédés, nous-mêmes, je veux dire comme ça, à la Simone Veil, de la noblesse, de l'importance anthropologique du travail, pour le remplacer par la consommation comme une sorte d'idéal vers lequel on court, je crois que, pour le coup, c'est une alternative et qu'elle est la source de dérives, y compris du capitalisme, si on emploie ce terme, du capitalisme tout entier, le capitalisme qui court après, comme ça, surconsommation, donc surproduction, sans s'interroger à comment ça se produit et comment le travail nous inscrit dans une société. Retrouver le sens du travail, réhabiliter la place, le rôle politique du travail. Politique, il construit une police, une cité. C'est le travail qui construit la cité, c'est pas la consommation. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez à présent quand on parle d'alternative au capitalisme, on entend, d'ailleurs c'est un sujet qui n'est pas venu jusqu'à présent dans le débat, la question de la justice sociale, voire de la cruauté sociale dans laquelle on est. L'argent va à l'argent, l'argent récompense l'argent, l'idole argent contre laquelle combat le pape François de toutes ses énergies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que mécaniquement le capitalisme ne fait que récompenser les riches et toujours plus les riches et laisse au bord du chemin la majeure partie des gens qui ne peuvent pas suivre, qui ne sont pas des premiers de cordée et qui ne suivront pas dans le système? Jean-Philippe Delsa. Vaste question, oui. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Mais s'il n'y a pas de cordée, non seulement il y a pas des gens qui ne peuvent pas suivre, mais personne n'a à suivre parce qu'il n'y a plus rien. Il faut des cordées. Et pour qu'il y ait une cordée, il faut des premiers de cordée. Donc c'est compliqué.
Ce que je crois, c'est que, en fait, alors, je ne sais pas, c'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Pierre-Yves, mais c'est juste un peu différent. Bien sûr, c'est vrai qu'on peut se déplorer ce monde d'une consommation stupide. Ce qui me gêne, c'est pas tellement qu'elle soit effrénée, c'est parce qu'elle serait effrénée intelligemment, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on pousse les gens à des dépenses tellement stupides parfois que c'est inquiétant. C'est mentalement, intellectuellement, moralement inquiétant. Mais ceci étant, je voudrais rappeler aussi que ceux qui s'enrichissent ne s'enrichissent pas. Alors ils font de la publicité, ils communiquent sur leurs produits, ils arrivent à le vendre comme ça. Mais pour qu'ils vendent durablement, il faut qu'il y ait des consommateurs qui veuillent acheter. Donc les entreprises qui s'enrichissent, qui créent du profit, c'est pas parce qu'elles font tout pour avoir du profit, c'est parce que pour avoir du profit, elles ont trouvé des produits ou des services que les consommateurs veulent acheter librement. Dans un monde libre, je parle. Et donc, en fait, il y a enrichissement des uns parce qu'il y a achat libre des autres. Alors peut-être qu'il y a des exagérations de la publicité directe ou indirecte. Encore que, quand même, c'est très régulé aussi, ce domaine. Donc, en fait, ce que je crois, c'est qu'il faut être très prudent. Parce que, bien entendu, dans toute société, il y a des paumés. Il y a un certain pourcentage qui varie d'une époque à l'autre et d'une société à l'autre. Mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se prendre en charge par eux-mêmes, c'est sûr. Et quand on a détruit les familles et les communautés locales, qui souvent s'en occupaient, ça devient plus compliqué, c'est sûr aussi. On revient à la nécessité de la subsidiarité, d'ailleurs, là. Il faut peut-être recommencer par là. Mais, ceci étant, bon, au-delà des mécanismes nécessaires pour prendre ces gens en charge, il y en a quand même beaucoup en France, il ne faut pas non plus les négliger. Mais je pense que les mécanismes que nous avons en France ne sont pas tournés suffisamment vers la responsabilisation. On y revient. Je prends l'exemple du RSA. C'est très compliqué, parce que beaucoup de ces gens sont des gens qui sont dans la rue. Beaucoup d'entre eux sont des problèmes psychiatriques. Hein. On ne peut pas les remettre au travail. Mais ceci étant, beaucoup de gens qui sont sans travail, on peut quand même parfois les remettre au travail. Et l'idée de lier le RSA à des reprises progressives de temps de travail ou de temps d'occupation, c'est pas idiot. C'est un exemple. Donc il faut trouver des systèmes de ce type-là. Et je crois que d'un autre côté, alors au risque de me faire critiquer, mais je crois quand même que à trop aider, on incite aussi au défaut devant le travail. Où est l'équilibre? Il est fragile, il est fluctuant, mais il faut trouver cet équilibre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que, comme encore aujourd'hui en France, il soit parfois presque, je dis presque, plus intéressant de ne pas travailler que de travailler. Et c'est peut-être quand même une partie du problème. Ça n'est pas la seule solution que de penser à ça, mais c'est une partie du problème et donc une partie de la solution. Alors, j'offre pas de miracle, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des pistes. Pierre-Yves Gomez, sur ce point, justice sociale. Et j'aimerais entendre comme quoi, il y a beaucoup de choses qui se partagent, que terminer sur le travail. C'est quand même la première des justices sociales, c'est de donner du travail et de permettre à chacun d'exercer ses talents en ayant la possibilité de le faire de manière digne, de manière utile, voilà. Donc, pour moi, la vraie injustice, elle est là. La justice, c'est un travail indigne ou inexistant, indigne ou méprisé. Pour sortir d'un hôpital, quand je vois le travail de ces personnes de soins, je me dis, mais ces personnes, elles sont pas méprisées. Enfin, en termes de salaire, c'est pas celui du trader. Hein. Je me dis, comment c'est possible, cette société? Comment c'est possible que ça ne nous choque pas?
Ouais. Ça ne choque pas plus que ça. Donc, injustice, est-ce que la société moderne est injuste? Oui, et je crois que c'est un des grands drames de la société moderne, c'est qu'elle a fait une promesse d'égalité qu'elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir, tout simplement, alors si on revient au capital et au capitalisme, parce que le capitalisme, c'est l'accumulation de capital, et quand il y a accumulation, il y a irréversiblement une inégalité qui se crée. C'est irréversible. Parce que les enfants de ceux qui ont accumulé, ils vont déjà partir avec un avantage et de proche proche. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des inégalités aussi importantes que jamais dans l'histoire de l'humanité. Hein. Platon disait un rapport de 1 à 4 entre les revenus des citoyens, c'est le début de la crise sociale. C'est le début de la guerre civile. Un rapport de 1 à 4. Mais vous savez qu'en France... On est à combien aujourd'hui, Pierre? Vous savez qu'en France, le rapport, il est un peu moins de 1 à 4. Il est un peu moins de 1 à 4 en France. Donc Platon a raison. Platon, on est dans le cadre de Platon. Et en France, aux États-Unis, hein, le salaire médian en France, c'est un peu moins de 2 000 euros. C'est-à-dire que la moitié des Français gagnent un peu moins de 2 000 euros, l'autre moitié un peu plus de 2 000 euros. Et si vous prenez 90%, 95% des Français, ils gagnent entre 0 et 5 000 euros. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est entre 0 et 5 000 euros, avec un salaire médian de 1 000. Ça, c'est la masse. Et puis, il y a une toute petite, enfin, une relative petite partie, comme ça, excentrique, qui transforme, vous voyez, qui menace tout l'édifice et sur laquelle, enfin, à partir de laquelle on est en droit de se poser la question, peut-être du pape, enfin, en tout cas de toute personne, quand même, ayant un certain sentiment de justice, mais est-ce que tout ça, ça peut tenir ensemble? Est-ce que des gens qui vont gagner comme ça des millions sans effort, y compris sans effort, quoi, ça peut tenir avec des personnes qui, encore une fois, entre un médecin et un RSA en France, c'est un rapport de 300 € à la moyenne, ça va être 6 000 €. Mais Jean-Philippe Dessol nous dit avant les premiers de cordée. Ce sont les premiers de cordée. Est-ce que ça... Mais le premier de cordée en France, 95% de la population, ils gagnent en gros 3 fois plus, 3 fois et demi plus, avant l'impôt, donc non corrigé du fisc, que le suiveur. Je suis vraiment très sensible à l'injustice sociale, je pense que c'est notre combat, mais enfin, il faut aussi partir de la réalité matérielle. Il se trouve que dans le pays, bien sûr, il y a une très forte injustice à la marge, aux extrêmes de la grande pauvreté et d'une extrême richesse. Ça, c'est les cas excentriques, comme on dit en mathématiques, mais le central, la gaussienne, hein, c'est quand même relativement resserré. Moi, j'étais surpris, voilà, agitant le drapeau de la je ne dis pas la révolution, c'est pas, mais en tout cas de la justice sociale, de regarder les chiffres, on n'est pas en Afrique, hein, c'est quand même relativement resserré. Donc voilà, partons déjà de ça n'empêche pas qu'il y ait l'injustice, mais bâtissons sur un regard réaliste sur l'énorme effort social qui a été fait depuis des décennies aussi. Y compris, parce que ça c'est avant l'impôt, donc si je rajoute des impôts, là vous avez resserré, vous allez passer dans un 3, ça veut dire qu'il y a alors tout ça, tout ce mouvement, après on peut le critiquer, parce que c'est ce mouvement de revenus qui est redistribué, etc., qui donne peut-être trop de pouvoir à ceux qui le redistribuent, je suis prêt à l'entendre, mais quand même ça existe, voilà. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas une société injuste, je suis en train de dire que, regardons les chiffres, c'est pas aussi, en France, c'est pas aussi dramatique que ça, reste ce cas des extrêmes qui ont des effets symboliques et des effets réels qui sont, à mon sens, dramatiques pour le corps social. Parce que ça crée des exclusions, ça crée des élites complètement hors sol et aussi des pauvretés complètement impossibles à remettre, à réintégrer. Ça, c'est le souci, il est des deux côtés. Juste quelques mots par rapport à la notion d'inégalité. Peut-être aussi quand même que, et c'est très spécifiquement français, on est très exagérément obnubilé par l'égalité. C'est la Révolution française. Hein. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, les très riches sont parfois méprisants au point qu'ils méritent d'être méprisés. Mais ceci étant, ce qui compte, c'est moins qu'il y ait moins de riches, mais plus qu'il y ait moins de pauvres. Ce qui est important, c'est de sortir les gens de la pauvreté. C'est pas d'empêcher les gens d'être riches. Qu'est-ce que ça peut nous faire? On est jaloux.
Je vois pas pourquoi. Non mais, ce que je veux... Le biais, c'est que quand il y a des richesses très importantes, ça a des effets sur les prix. Par exemple, prenez l'immobilier, ça va distordre toute la courbe de prix, et donc ça exclut. Moi, ayant habité Londres, c'était impressionnant. Vous avez des quartiers de Londres, c'est impossible. Et donc, vos deniers se trouvent aux périphéries parce que c'est plus possible. Je comprends qu'il peut y avoir des effets, mais ceci dit, globalement, je pense que ce qui est important, et je vais en terminer par là parce que vous avez plein de questions, mais ce qui est important, c'est que la priorité soit donnée à la sortie de la pauvreté. Or, ce que je constate, c'est que depuis 40 ans, dans le monde, le nombre de pauvres par rapport à de la très grande pauvreté est passé de 40% à 10%. J'arrondis, d'une population qui avait augmenté dans le même temps de 35%. C'est donc un effort considérable qui a été fait quant à la lutte contre la très grande pauvreté. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette période, suite à la chute du mur, les échanges, je reviens toujours, moi j'ai mes marottes, les échanges se sont accrus de manière extrêmement significative, et en même temps que les échanges, la richesse, car l'échange crée la richesse, comme j'ai essayé de l'expliquer. Et donc, en fait, c'est vrai que dans cette période de 40 ans, avec des hauts et des bas, 2008-2010 ça a été une période de bas, mais 2010-2012 peut-être plutôt, à la suite, mais il y a eu des fortunes qui se sont construites, surtout avec la nouvelle génération d'outils numériques qui est arrivée, de nouvelles générations industrielles créent toujours des fortunes, et donc ça a pu choquer, scandaliser, surtout que ces gens-là ont des vies qui ne sont pas forcément des modèles, on va dire les choses comme ça. Mais ceci dit, en même temps, ça a eu un effet cordé, puisque la très grande pauvreté a été très largement éradiquée. Alors, puisqu'on parle de pratiques, aussi d'alternatives, il n'y a pas forcément besoin de révolution violente, hein, vous l'avez bien compris, cette disputation ne porte pas sur cet aspect-là des choses. Et la participation que voulait le général de Gaulle, intéresser les salariés aux bénéfices de l'entreprise, n'est-ce pas l'avenir du capitalisme, nous dit l'un d'entre vous, l'actionnariat salarié, la manière dont on peut associer ceux qui travaillent au profit, aux décisions de l'entreprise. Est-ce que là, on n'a pas une solution concrète, faisable, accessible? Thérèse Gomez. Il y a aussi beaucoup de choses sur la question. Il y a simplement, alors, on ne peut pas répondre comme ça, mais je tire juste votre attention sur un point. Il y a deux façons de penser cette question. Soit on considère que le capital donne droit aux salariés à participer aux décisions. Donc ça c'est l'approche par le capitalisme généralisé, en fait, hein, par l'actionnariat généralisé. Bouygues, par exemple, les salariés de Bouygues sont les premiers actionnaires de Bouygues. Et donc ils devraient avoir droit, ils ont déposé au conseil d'administration, mais ils devraient avoir droit à l'orientation d'entreprise. Ça, c'est une façon de penser qui est française et américaine. Et puis une autre façon de penser la chose, c'est de penser que le travail, en tant que travail, donne droit à égalité avec le capital à participer aux décisions. Ça, c'est la vision allemande et germanique, on dit, c'est pays scandinaves et Europe centrale. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Dans le premier cas, c'est au nom du capital, enfin vous êtes salarié, et donc, mais parce que vous êtes aussi détenteur du capital, que vous avez le droit à participer à la vie d'entreprise. C'est une façon d'orienter la sensibilité des travailleurs, de ceux qui travaillent, à l'entreprise, par le résultat. Avantage, ils s'intègrent à la vie d'entreprise, ils en comprennent tous les enjeux. Inconvénient, pour l'avoir observé, ils deviennent les pires financiers qui soient, parce que on avait vu à l'époque de France Télécom, je ne dis pas Orange, France Télécom. Quand France Télécom a été privatisée, les salariés ont pu bénéficier d'une partie du capital, et comme ils ont investi ce capital pour acheter leur maison, tout simplement, ils s'étaient coincés après. Ils étaient obligés de maintenir la valeur du capital. C'est-à-dire qu'ils devenaient je ne dis pas les pires spéculateurs, mais vous voyez, dans le système. Donc, vous voyez, il y a un avantage, il y a aussi un inconvénient, c'est que ça lie le salarié à la logique même éventuellement de la spéculation. L'autre vision, donc allemande, c'est le fameux Mitbestimmung allemande, la codétermination,
et le fait qu'on considère que le capital et le travail sont les deux facteurs de production et il faut les honorer à égalité. Petite parenthèse de bas de page, c'est l'idée d'encyclique de 1891 de Rome de Varro, ça. C'est associé à égalité parce que les deux sont importants dans l'économie. Ça, c'est le modèle allemand, cette fameuse façon allemande de chercher le compromis. C'est pas un compromis par le capital, c'est un compromis par l'égalité. Donc, il oblige à faire une compréhension double, non seulement de l'intérêt de l'entreprise d'un point de vue capitaliste, mais aussi de l'intérêt de l'entreprise d'un point de vue salarial et du travail. Voilà. Mais Pierre-Yves, n'oublions pas quand même que le salarié, il est payé en priorité. Le capitaliste, parce que c'est au bon sens du terme, cette fois-ci que je l'utilise, c'est-à-dire l'actionnaire qui a mis du capital, il est payé, ça a eu du profit. Et encore, s'il ne faut pas faire des investissements avec ce profit. Il a le risque de tout perdre. Alors, moi, personnellement, je suis très partisan de l'intéressement, de la participation. Mais l'idée de la rendre obligatoire me choque, parce qu'en réalité, je crois que, si vous voulez, elle ne peut être accordée par le capitaliste au salarié que s'il y a un accord des parties, et si c'est vraiment quelque chose qui est convenu entre les parties pour aller de l'avant. Si c'est imposé par la loi, à ce moment-là, ça n'aura plus le bon effet que ça devrait avoir. C'est possible. Juste sur le fait que le détenteur des actions est rémunéré, je suis d'accord avec ça, mais simplement une petite nuance, le détenteur est rémunéré s'il reste, avec la fameuse créance résiduelle, comme on dit en économie, et ce qui reste, c'est vrai et pas vrai en période de spéculation, comme depuis 30 ans, parce qu'en fait, on fixe des normes de rendement, et on ajuste l'entreprise par rapport à des normes de rendement qui sont fixées par le marché, parce qu'il faut atteindre un ROI, ou un ROE, comme on dit techniquement. Et donc là, il y a une inversion. Alors tiens, on aurait pu en parler dans les alternatives. Là. Une inversion du capitalisme dans les années 90-2000, ce qu'on appelait la financiarisation, ça s'appelait voilà, une inversion. L'actionnaire n'est plus le créancier résiduel, celui qui a, s'il n'y a plus rien, ça c'est vrai pour les familiales, mais pour l'entreprise côté, et même les entreprises avec des LBO, c'est plus ça. Hein. On fixe un niveau, il faut que ça rende le niveau qui est attendu, autrement tout le système ne fonctionne plus. Donc il y a eu cette inversion. Et cette inversion est-elle corrigeable ? C'est compliqué à corriger. On peut dire comme ça, même si on est un tenant d'ailleurs du capitalisme authentique, on peut souffrir de ça, hein, parce que c'est plus le capitalisme tel qu'il a été imaginé au départ, où effectivement celui qui prend un risque au départ, il prend le risque de ne pas être rémunéré. Ça c'est plus tout à fait le cas, sauf que c'est très compliqué parce que cette affaire, je ne vais pas vous faire le développement, mais est due au fait qu'on a greffé les retraites des ménages, ce système. En gros, à partir de la fin des années 70, milieu des années 70, les Américains ont demandé aux fonds de pension de placer les cotisations dans le capital des entreprises. Ce qui fait qu'on a greffé les revenus des retraités sur les rendements financiers. Maintenant, pour déconstruire ça, c'est pas simple, parce que... Exerçant donc une pression énorme. Ah, du coup, les retraités, comme c'est une partie de leur revenu qui dépend de ces résultats, même s'ils ne savent pas, hein, ils exercent une pression en disant à leur fonds de pension, vous êtes à combien, à 8%, moi ça me donne une petite retraite. Oui. Donc cette pression elle est devenue sociale, et pour détricoter ça, vous voyez, Obama avait dit, je ne parle pas de notre président François Hollande, mais Obama, qui a peut-être la puissance pour pouvoir le faire, avait dit je vais combattre la finance, mais c'est pas si simple, parce que c'est pas la finance avec des méchants financiers. C'est qu'il se trouve que tout le système qu'on a mis en place est un système tel que une partie des revenus des inactifs dépend du revenu du capital. Comment vous faites pour changer ça? Il y aurait une génération perdue, si vous changez. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui ne va pas être rémunérée le temps qu'on rien ne se produit, je ne sais pas, de la retraite par répartition, ce qui est impensable. C'est impensable. Donc, c'est pas facile à dire. Là, c'est un angle mort. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut amender, qu'il faut corriger, et c'est en train de se corriger. La finance est en train de se refroidir, comme on dit, c'est très très chaud. Mais oui, ça fait partie de choses qu'on ne claque pas les doigts en disant ouais, il y a une alternative, maintenant on va arrêter la finance et on va faire. Non, c'est pas si simple, parce qu'il trouve que tout un système qui a été construit autour de ça. Alors, une question, peut-être l'une des dernières, sur l'aspect culturel de l'économie de marché. Question qui vous est posée. Tout est-il calculable? Tout doit-il être soumis à l'exigence de rentabilité? Quels domaines doivent-ils échapper
à la logique du marché est-ce qu'aujourd'hui, le capital humain, la génétique, tout l'humain, en règle générale, devient une marchandise. Si tout est une marchandise, tout doit l'être au nom du marché, après tout de l'échange, que vous avez mentionné tout à l'heure, Jean-Philippe Delsol, ou bien est-ce qu'il y a des limites, et quelles limites poser, au nom de quoi poser ces limites, qui est légitime pour les poser, ça c'est une question qu'on peut soulever, peut-être l'une des dernières, Thérèse Gomez. Alors ma position c'est de dire que là aussi il faut ouvrir les yeux, il y a beaucoup de relations économiques et sociales et économiques qui ne sont pas marchandes. Et l'économie fonctionne parce qu'il y a beaucoup de relations qui ne sont pas marchandes. Je le dis devant Pierre Deschamps, au premier chef de laquelle le don. Notre économie est pétrie de dons et de contre-dons qui circulent. Le don d'information, le don de la vie, le don de... c'est pas rien, hein, le don de temps, le don... Heureusement qu'il y a tout ça, qui n'est pas marchand, et qui permet le fonctionnement, non pas seulement de l'économie au niveau général, mais même d'une entreprise. Si vous êtes entrepreneur, vous savez bien que ça fonctionne, parce que heureusement que les collaborateurs, parfois, ne comptent pas. Quand ils se mettent à tout compter, c'est la fin de l'entreprise. Ils vont compter la demi-heure passée. Heureusement qu'il y a ce don, et qui est anthropologiquement fondé, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de donner, de se donner. La pire chose qui puisse arriver à un guichetier de banque, parce que pour avoir travaillé sur cette catégorie, c'est quand il vous dit « je ne peux pas parce que je n'ai pas l'autorisation ». Salarié, le travailleur qui vous dit « je n'ai pas l'autorisation », c'est pire que ce que vous disiez sur l'État, etc. Non, je ne peux pas vous... Je suis pire qu'un enfant, ça m'a interdit. Vous voyez, pourquoi? Parce que dans notre vie sociale, c'est anthropologiquement fondé, on a besoin d'être celui qui accorde, qui donne. Bon. Donc, il y a déjà tout ça dans l'économie. Il n'y a pas que le marchand. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, notamment depuis une petite cinquantaine d'années, une extension du domaine du marchand. Parce qu'on a considéré que ça pouvait tout résoudre. Il y a des relations sociales qui sont mieux résolues par le marché, c'est évident. Et même des relations de travail qui sont mieux résolues. Les contrats de travail que le bénévolat. Vous voyez, c'est mieux, c'est plus simple, c'est plus sain, ça permet de respecter les gens. Bon. Donc, pas de souci sur la question du marché. Mais tout n'est pas marchand. Mais déjà, aujourd'hui, tout n'est pas marchand. Et heureusement que tout n'est pas marchand, que tout n'est pas calculé. Et c'est... Puisque vous citiez des encycliques, alors j'en cite une, Caritas in Veritate a très très bien montré en 2009 que si on voulait penser sainement l'économie, justement, il fallait penser les articulations entre ces façons de fonctionner, qui sont, encore une fois, humainement, anthropologiquement fondées, où il y a du marchand, il y a de l'échange, il y a du don et du contre-don, il y a de la gratuité sans même contre-don. Le texte rajoutait, j'oublie, une troisième possibilité. Il y a différentes manières d'entrer, de faire circuler les biens. Et ça fait partie de notre responsabilité et de citoyens et d'économistes, enfin de personnes impliquées dans l'économie, d'honorer ces différentes façons. Et de ne pas tout ramener... non, je ne vais pas dire ça comme ça. Parce que pas tout ramener au marché, ça ne veut rien dire. De ne pas croire que le marché résout tout toujours bien. Sans pour autant nier le fait que le marché résout beaucoup de choses très bien. Alors, Jean-Philippe Delsol. Ce que je crois, c'est qu'on parle de choses un peu différentes, qu'il faut peut-être distinguer. Par rapport à la question, en tout cas. Nous avons tous des patrimoines. Moi, je préfère souvent le mot patrimoine, d'ailleurs, au mot capital, surtout quand il concerne les personnes. Nous avons un patrimoine génétique, je crois que c'est dans la question. Nous avons un patrimoine culturel, nous avons... et il y a des choses que, par souci éthique, par rapport à notre humanité, à ce que nous sommes, nous devons mettre à l'écart du marché. Oui, je crois. C'est-à-dire que c'est tout le débat sur l'euthanasie, d'ailleurs. Hein. Indirectement, parce qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on veut de son corps, de sa vie. On a des devoirs, mais c'est en dehors de l'économie, ça. Par contre, si on regarde les biens culturels, puisque la question portait à ce sujet, nous avons aussi un patrimoine culturel, un patrimoine éducationnel, etc., qui peut être mis à l'écart du marché, mais qui peut aussi être dans le marché.
Je ne suis pas d'ailleurs totalement d'accord avec Pierre-Yves sur ce qu'il disait précédemment concernant les entreprises incitées à augmenter leur profitabilité en y faisant adhérer les retraités parce qu'ils en dépendaient. Mais je pense que le système de fonds de pension, qui a effectivement ça a été une sorte d'intrusion dans la vie des entreprises qui les a incités à augmenter leur profitabilité, ça a bénéficié d'une manière générale aux entreprises et à l'économie parce que ça a incité à l'innovation, à une meilleure organisation et souvent d'ailleurs, pas toujours, mais souvent, à, j'allais dire, un meilleur emploi pour les employés. C'est la même chose sur le plan culturel. Alors, j'ai parlé de l'université tout à l'heure, je vais prendre cet exemple parce que je le connais bien et que je pense que là, la France est très en retard. En France, on considère justement que le patrimoine universitaire, en quelque patrimoine au sens intellectuel, pas au sens des bâtiments de l'université, c'est quelque chose qui nécessairement est public. Ça fait 200 ans, 220, depuis Napoléon qu'on le dit. Et on n'imagine pas que nos universités ne puissent ne pas être publiques. Et pourquoi ? Alors en réalité, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a contourné le problème avec la création d'écoles qui sont privées. Il y a eu effectivement la naissance, il y a 150 ans, de quelques universités catholiques, mais ça a duré 4 ou 5 ans, je crois, la fenêtre ouverte pour les créer, et on l'a tout de suite refermée, et depuis, plus rien. Mais en réalité, dans la plupart des pays occidentaux, les universités privées et publiques se côtoient et vivent bien de cette concurrence. Elle est émulatrice. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est pas forcément mauvais pour les étudiants, au contraire, ça diversifie les filières. Et il y a des étudiants moins bons que d'autres qui ont besoin d'universités différentes de ceux qui peuvent accéder aux meilleurs. Et ce n'est pas pour autant parce qu'il y a des universités privées qu'elles vont forcément coûter plus cher. En réalité, les repas gratuits n'existent pas. L'université publique coûte très cher. Et encore, elle ne coûte même pas assez cher par rapport aux pays étrangers, à la plupart des pays étrangers, occidentaux en tout cas. On dépense, allez, on va dire en moyenne, de l'ordre de 12 000 € par an pour un étudiant dans le public en France. Dans les universités catholiques privées, il n'y a qu'elles, c'est pour ça que je prends leur exemple. Je ne parle pas des grandes écoles, c'est un autre modèle. Dans les universités privées, il y a peut-être parmi vous certains qui connaissent ce sujet aussi, qui enseignent ou qui s'en occupent. La dépense moyenne, parce qu'il y a des filières plus chères que d'autres et vice-versa, elle est plutôt de 6 000 à 7 000 € par an, c'est-à-dire près de la moitié de la dépense publique. Donc ce n'est pas forcément plus cher. Et compte tenu des systèmes de bourse et autres, comme dans les universités américaines, qui fonctionnent beaucoup sur le mécénat, en réalité, ce qui est demandé aux familles les plus riches, c'est 4 000, 5 000 €. Et les familles les plus pauvres sont admises. Par ailleurs, sans difficulté. Donc en réalité, la concurrence et la privatisation même de certains outils culturels, elle est bénéfique pour tout le monde. On va remercier nos deux intervenants, Jean-Philippe Delsol et Pierre-Yves Gomez, et faire venir Pierre Delozin qui va conclure cette disputatio consacrée à l'alternative au capitalisme. C'est un défi un peu cruel à la fin parce que la qualité des débats est telle que c'est pas très facile de prendre la parole par rapport à l'après. Je voudrais quand même aussi remercier les deux intervenants pour la qualité, non seulement intellectuelle, la qualité des idées, mais aussi la qualité et la courtoisie du débat. La recherche de points d'accord, sans se cacher des points où il y avait une appréciation un peu différente, ça me paraît un excellent exemple. Alors, d'abord que le sujet n'était pas simple, parce qu'évidemment, on a eu un problème de tour de piste au départ, que l'Église avait rencontré aussi. Alors, je vais utiliser beaucoup la doctrine sociale pour essayer de donner des points d'éclairage, mais on a parlé de l'encyclique Centesimus Annus en 91. Il y a une page où Jean-Paul II se pose la question, justement, est-ce qu'après les fondements de l'URSS, le capitalisme a gagné? Et précisément, il se pose exactement la même question de définition, c'est-à-dire, mais de quoi vous parlez? Et il dit, si vous parlez d'un système dans lequel il y a une espèce de jungle où chacun se bagarre en cherchant le profit maximal, il est clair que ce n'est pas un bon système. Mais si vous parlez d'un système dans lequel il y a une économie d'entreprise, une économie d'initiative, une économie de liberté, à ce moment-là,
c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait dans la ligne de ce que l'Église a toujours enseigné. L'Église a toujours été sur un principe dans lequel l'initiative, d'abord l'initiative des personnes collectivement, est le point central. L'initiative des personnes signifie aussi la responsabilité des personnes. Et évidemment, des personnes qui interréagissent en matière économique, ça s'appelle un marché ensuite. Donc, sur ce plan-là, en gros, Jean-Paul II dit, oui, c'est effectivement à ce moment-là un bon système, mais je préférerais, dit-il, l'appeler plutôt économie d'entreprise ou économie de marché, dans un sens différent que celui qui a pu être donné pendant le débat. Et cette appréciation est éclairée aussi par Benoît XVI, dont on a parlé, on a évoqué Caritas in Veritate, dans un passage où il parle du marché. Et il dit le marché, et qu'il prend effectivement d'abord dans ce que c'est-à-dire le marché n'est pas une espèce d'entité abstraite qui viendrait d'ailleurs et qui impliquerait et donnerait sa loi, mais le marché c'est une interaction entre des personnes qui ont des initiatives et qui interagissent d'une certaine manière. Et donc il dit le marché, plutôt une bonne institution en soi, mais il dit évidemment ça va dépendre énormément des priorités des acteurs, et donc de leur système éthique. Et donc on retrouve l'idée de Jean-Paul II, à savoir que ce système ne vaut que s'il est encadré, les gens sont animés par des valeurs éthiques ou morales suffisantes, et où d'autre part, il y a un ensemble de règles collectives, donc là on retrouve la puissance publique dont on a beaucoup parlé, qui les oriente dans le sens du bien commun. Et donc là, Benoît XVI le reprend, en expliquant le marché va donner des résultats très différents selon la manière, selon les priorités qu'auront les acteurs et selon la manière dont leur interaction se produit ou est organisée ou canalisée d'une manière ou d'une autre. Et donc on retrouve cette double idée de l'initiative, et d'ailleurs il est à remarquer que dans l'encyclique où Jean-Paul II parle du travail qui s'appelle Labor et Exercens, le terme travail, il faut bien le voir comme il le décrit. Ce n'est pas le travail au sens de M. Martinez, c'est le travail comme une réalisation de l'homme, une réalisation de la personne, et pour lequel il souhaite très vivement, précisément, qu'il y ait cette capacité d'expression de la personne à travers le travail. Mais pour qu'il y ait expression de la personne dans le travail, il faut évidemment une liberté raisonnable, mais qu'en même temps, il ne soit pas écrasé par d'autres forces à côté. Donc, on est bien sur cette idée où il y a un primat au travail, mais un primat au travail qui est un primat d'expression, qui est un primat de capacité à faire, qui n'est pas un primat à, je dirais, des acquis sociaux abstraits garantis par un système bureaucratique. Donc on retrouve des affinités très importantes avec ce que beaucoup ressentiraient sous le nom de capitalisme, et en même temps le besoin d'une orientation très différente des valeurs fondamentales. C'est-à-dire que les valeurs fondamentales, ce qui meut les acteurs et qui les fait agir, est clairement mis dans une perspective éthique et du coup se traduit aussi dans l'organisation collective. Bon, on en a parlé tout à l'heure, moi je l'ai vécu personnellement, il se trouve, là je fais un aveu public, passé une bonne partie de ma carrière dans le secteur financier et je me suis beaucoup préoccupé de cette question des marchés, de l'organisation des marchés. Or, des marchés financiers, ça peut fonctionner de manière très très différente, y compris d'ailleurs quand ces marchés s'auto-organisent. Donc il est important de voir quel est le bon marché financier. On avait produit aux entrepreneurs et les gens chrétiens un papier sur le bon marché financier, essayer de faire en sorte que le marché fonctionne au mieux de ce qui lui donne son sens, c'est-à-dire la meilleure interaction possible entre les personnes. Mais il y a bien entendu aussi une question d'orientation et de priorité. Là, on a toute l'immense question de l'investissement éthique, question qui est à la fois, si on suit l'Église, tout à fait fondamentale, et en même temps pleine de choses trappes. Parce qu'évidemment, si l'investissement éthique, ça veut dire le souci de l'environnement, du social, le souci des parties prenantes, c'est évidemment un impératif moral. Si ça signifie le terrorisme intellectuel des woke sur les grandes entreprises américaines, c'est catastrophique. Donc, il y a plusieurs éthiques possibles. D'ailleurs, Benoît XVI le rappelle dans son encyclique. De quelle éthique parle-t-on? Et là, il y a, si j'ose dire, aussi sur le marché de l'éthique, une concurrence entre les éthiques qui n'est pas simple à résoudre, mais dans lequel on ne peut pas éviter de s'engager aussi. J'ajoute qu'il y a une question qui est évidemment très importante qui a été posée, qui est celle du... Quand on parle du capitalisme, on parle du capital, mais de la détention du capital.
Or, là, il y a par exemple dans le système français qui a été beaucoup critiqué, j'ai remarqué que en gros, il y avait quand même un assez grand consensus pour indiquer qu'il ne marchait pas bien. Est-ce que c'est le reflet de l'immense désillusion des Français actuellement avec leur système? Mais objectivement, il y a eu de graves défauts. Il y a eu le nucléaire, qui est un exemple d'échec terrifiant, je veux dire, par rapport à la représentation collective que tous les Français en effet, qui étaient fiers en fait de cette réalisation commune. Donc il y a un défaut important dans notre système, mais il y en a un autre qu'on a peu élaboré, qui est que les entreprises françaises sont celles qui sont le moins détenues par des Français. Parce que les fonds de pension ont des défauts graves, ou plus exactement, la culture qui a été celle de l'interaction sur les marchés était une culture très court-termiste, et que ça pose un véritable problème. Mais de l'autre côté, l'avantage, c'est que les entreprises américaines sont détenues en grande majorité par des institutions américaines. Ce n'est pas du tout le cas en France. Autrement dit, le paradoxe, c'est que nous soyons les plus critiques sur le système globalement, et ceux qui se sont donné le moins de moyens pour avoir un minimum de contrôle réel sur le système. Donc effectivement, on n'est pas très bien là-dessus, mais ce qui peut avoir les choses positivement, c'est la question qui se pose et à laquelle la doctrine sociale nous demande de réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire là où on est, quelle est ma responsabilité, quelles sont les priorités que je dois avoir, soit à mon niveau personnel en tant qu'investisseur, parce que tout le monde a de l'argent, donc tout le monde a un certain rôle en tant qu'investisseur, et puis éventuellement au niveau collectif, et bien entendu, dans la mesure où on peut influencer le système politique pour arriver à améliorer ces règles du jeu, non pas pour accroître le rôle de l'État, mais pour avoir un rôle différent. Il est clair que, par exemple, l'Église n'a jamais été favorable à l'étatisation de l'éducation, puisqu'elle est un concurrent direct, en fait, de l'État. En même temps, on ne peut pas s'en désintéresser de l'éducation. Donc c'est un domaine où il y a un besoin de réflexion pour un nouveau modèle. Or, on voit assez mal aujourd'hui, par exemple, l'Église de France s'intéresser au problème de la liberté scolaire, qui serait quand même une priorité assez forte, et la modalité pour l'assurer d'une manière qui soit conforme au bien commun, bien entendu. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement quelques boîtes à bachots dans les coins, mais de savoir comment on peut le faire collectivement. Donc il y a un gros travail collectif, et donc si l'on regarde, quand on est sur les marchés, on se pose toujours la question de savoir, et il vaut mieux acheter bas et vendre haut. Bon, ben là, on achète plutôt bas, donc c'est plutôt exaltant en tant qu'initiative nouvelle pour effectivement améliorer collectivement ce système. En tout cas, un grand merci à tous pour votre attention et surtout grand merci à nos deux intervenants qui nous ont offert un dialogue passionnant.